Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Ville de Montréal d'assister à cette séance d'information concernant le projet de réaménagement de la magnifique avenue Pierre de Coubertin. D'ailleurs, c'est les Jeux olympiques présentement, donc une pensée pour lui qui avait créé, ressuscité d'ailleurs les Jeux olympiques au début des années 1900. Donc, j'aurai le plaisir d'animer cette séance d'information ce soir et je tiens à préciser que je ne suis pas un athlète olympique, mais plutôt un citoyen de Montréal à qui on a demandé d'animer cette séance d'information ce soir. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et d'agir comme modérateur lors de la période des questions notamment. Donc, la séance ce soir, elle a pour but de vous informer concernant la dernière phase, oui, la dernière phase des travaux de la rue Pierre de Coubertin. Et j'aimerais mentionner justement qu'il y a une collaboration vraiment entre tous les principaux parties prenantes, principales parties prenantes qui font des travaux également dans ce coin-là. Donc, ce soir, on a des gens avec nous, des partenaires en fait avec nous ce soir, donc les gens de la STM et les gens du Parc olympique qui vont présenter également de leur côté les travaux qui s'en viennent ou des travaux qui vont impacter le voisinage. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous présenter les principales règles inhérentes pour cette rencontre virtuelle. J'imagine qu'après un certain temps, vous commencez à les connaître, mais pour le bénéfice des gens qui peut-être se joignent à une séance comme celle-ci pour la première fois, ça va me faire plaisir de les rappeler. Donc, on ne peut pas vous entendre ni vous voir pendant les présentations. Donc, les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, évidemment, l'animateur, également les présentateurs et les panélistes. La salle de clavardage, elle va demeurer fermée, donc on vous demande, s'il vous plaît, d'utiliser le module Q&R qui se situe en bas de votre écran. Si vous regardez, là, en bas de votre écran, il y a des petits icônes participants Q&A ou Q&R, chat, share screen et raise hand. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, si vous voulez intervenir, c'est pour poser une question par écrit, c'est le module Q&A, mais on va tout réexpliquer ça tout à l'heure au Q&R. Certains d'entre vous ont écrit des questions, d'ailleurs, effectivement, pendant les questions et des préoccupations lors de l'inscription. Bien, soyez assurés qu'elles ont été prises en note et elles seront soit répondues dans la présentation ou encore dans la première partie de la période de questions. La séance d'information va durer environ, en fait, incluant la période de questions d'environ 45 minutes, devrait se terminer aux environs de 20h30, donc selon, évidemment, le nombre de questions. Elle sera aussi enregistrée et sera disponible sur le site montréal.ca au cours des prochains jours. Voici maintenant l'ordre du jour. Tout de suite après mon introduction, je vais laisser la parole à M. Pierre Lessard-Blais, qui est le maire de l'arrondissement Mercier-Chevreul-Maisonneuve, qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Et par la suite, on va passer à la présentation du projet par les différents services de la Ville. Vous voyez, il y en a plusieurs. Là. Il y a vraiment une coordination, là, une excellente collaboration qui se fait. Je sais que vous l'avez dit, là, que c'est important que la Ville se coordonne dans ses travaux. Bien, on vous a écouté parce que ce soir, il y a M. Peter Fianou, qui est le conseiller en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité, qui va nous présenter sa portion. M. Che Ouamani, qui est ingénieur et chargé de projet, et M. Boris Oliveira, qui est ingénieur gestion des impacts de la circulation au service des infrastructures du réseau routier. Mme Nadine Chamberlain, qui va parler de communication, donc elle est chargée des communications au service de l'expérience citoyenne, donc elle sera là pour vous parler des différents outils. Et on va enchaîner ensuite avec les présentations des projets des stations Vio et P9 de la STM. Et pour ça, c'est avec M. Simon Brossard, qui est surintendant construction, grand programme de maintien des actifs métro. Et on va terminer cette série de présentations avec celle concernant les projets du Parc olympique, justement, de Mme Marianne Nguyen, qui est gestionnaire de projet. La séance devrait se terminer avec une période, évidemment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de questions. Et la présentation, enfin, toutes les présentations seront effectuées en français. Les questions en anglais seront lues en anglais et répondues en anglais ou en français au besoin. Je pourrais faire la traduction pour certains d'entre vous et même certains de nos panélistes. Donc, la présentation tonight will be in French, and the question received in English will be read in English and will be answered in either in English or in French. J'ai maintenant le plaisir d'inviter M. Pierre Lessard-Blais à vous souhaiter officiellement la bienvenue à cette séance d'information. M. Lessard-Blais, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment on est près de 80 citoyens ce soir pour cette séance d'information sur la troisième et dernière phase du projet de réaménagement de Pierre de Coubertin. On est vraiment content d'enfin entamer cette dernière étape-là pour un réaménagement complet de Pierre de Coubertin qui va rendre cette rue-là tellement plus agréable à fréquenter, à marcher, à traverser et bien sûr plus agréable à habiter juste à côté de cette rue-là. Donc, très content d'être avec vous ce soir. Je tiens aussi à vous saluer de la part de mon collègue Éric Allen Caldwell, qui est conseiller du district d'Hochelaga dans l'arrondissement, mais aussi responsable de la mobilité à la Ville de Montréal, qui travaille extrêmement fort sur le dossier de Pierre de Coubertin. Je tiens à saluer son travail acharné.
le sien et bien sûr tous ceux des équipes là, de la fonction publique de la Ville de Montréal, qui a travaillé très, très fort sur ce dossier-là. Parce que le projet de Pierre de Coubertin, il y a vraiment des éléments historiques dans la manière que nous avons été capables de collaborer avec la Société de transport de Montréal et le Parc olympique. Vraiment, cette collaboration-là nous a permis, en coordonnant mieux nos travaux, on a pu faire des gains majeurs en termes de durée de travaux. Là, on parle même de quelques années de travaux qu'on a pu réduire parce que on a justement une super belle coopération et coordination de la Société de transport de Montréal et du Parc olympique. Je tiens à remercier donc ces deux institutions-là qui nous permettent là, de faire des travaux plus efficaces. On le sait, à la Ville, certaines années, on s'est souvent fait dire « Ah, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez. » Mais là, pour les travaux de Pierre de Coubertin, on ouvre une fois pour toutes. Tous les travaux ont lieu en même temps, sont coordonnés par les différents acteurs et tout ça pour un meilleur service aux citoyens et avoir une moins longue durée des travaux. Donc, on se rappelle que l'avenue Pierre de Coubertin a été construite pour les Jeux olympiques de 1976, mais elle a toujours eu cette ambiance-là un peu presque soviétique, pas particulièrement accueillante. Donc, pour les gens là, de cohabiter avec notre nouvelle avenue de Pierre de Coubertin, ça va être un travail qui va être vraiment, ça va être une qualité de vie améliorée pour les piétons, pour les cyclistes. En termes de verdissement, ça va être amélioré. Bref, très content de vous présenter ce projet ce soir. Et je tiens à vous souligner qu'on va avoir aussi un comité de bon voisinage. Et j'invite les citoyens à y participer. C'est vraiment un très bon moyen là, pour identifier les problèmes, les régler rapidement et d'être en contact avec nos équipes tout le long des travaux. Donc, je vous invite à y participer si ça vous intéresse. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et merci à tous d'être là. Merci, M. le maire, pour cette présentation, cette introduction. Donc, on enchaîne maintenant avec la présentation, en fait, la première des présentations. Donc, on va enchaîner, enfiler tout ça une à la suite de l'autre. Et on va commencer tout ça avec M. Peter Fianou, qui est conseiller en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité. M. Fianou, la parole est à vous. Je vous demande d'activer votre micro pour qu'on vous entende bien. Alors voilà, je crois que c'est... Non, c'est... Oh oui, c'est fait. Alors voilà. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais essayer ce modèle téléclicker, là, comme vous l'avez. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que pour nous, c'est un projet majeur. Et les projets à la ville, ben, c'est ce que l'on fait. Principalement, le rôle principal d'une des villes, c'est de construire sa ville. Et lorsqu'on nous a demandé de travailler sur Pierre de Coubertin, évidemment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Parce que quand on fait un projet, la première question, c'est, oh, par où on commence? Et je tiens à vous dire que le premier réflexe que l'on a eu, c'était d'imaginer une ville qui était plus civile, plus humaine. Monsieur Pierre Desarblay m'a déjà volé les mots de la bouche. Mais également réfléchir à comment on travaille au pied d'un monument aussi important que celui du stade. Et en troisième lieu, je tiens à le préciser, c'est comment on peut aborder la question de la transition écologique à travers nos aménagements. Donc, vous avez ici, en fait, le plan de phasage du projet de Pierre de Coubertin. Donc, la première partie qui a débuté en 2017, c'était donc entre la Bourbonnière et Pineuf, donc à l'ouest. Nous sommes en ce moment en plein milieu de la phase 2. D'ailleurs, vous devez le savoir, la poussière est au rendez-vous, merci. Et rassurez-vous, c'est pour un bien. Et enfin, la phase 3, celle qui se décline entre Desjardins jusqu'à la rue Viau. Donc là, nous sommes aujourd'hui pour vous présenter la phase 3 qui représente un peu le grand corps du projet, en fait, la grande signature du projet. L'expérience de l'usager, je l'ai mentionné tantôt, est quelque chose de très important pour nous. L'idée de vivre en ville, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il faut à tout prix travailler sur ces logiques de confort, travailler sur des interventions qui augmentent le verdissement, et c'est fondamental dans des situations que l'on connaît, et tout le monde le sait aujourd'hui dans ces changements climatiques. Il est absolument fondamental de calmer la chaleur sur la ville. Donc, le verdissement, pour nous, était très important.
apaiser la circulation. Il y a beaucoup de conflits entre les grands événements et les citoyens qui bordent le sud de l'avenue Pierre de Coubertin. Donc, l'idée d'apaiser la circulation, l'idée d'assurer une sécurité plus grande lors de la traversée. Pierre de Coubertin, vous le savez, et j'ai beaucoup aimé l'image soviétique. Effectivement, c'est très large. Donc, on a voulu réduire les temps de passage pour assurer une sécurité plus grande. On a voulu également introduire une connectivité et des choix de transport beaucoup plus adaptés au XXIe siècle. Donc, évidemment, on fait appel notamment au vélo. Et nous avons donc poursuivi la piste cyclable à mi-niveau qui nous mène jusqu'à la Bourbonnière, en espérant qu'un jour, du côté est, du côté de la voie de chemin de fer, un jour, qui sait, une connexion pourrait se refaire avec le reste et l'autre partie de la ville. Alors, l'idée de tout ça, c'était d'imaginer un verdissement beaucoup plus important, de réduire la part de la chaussée et en donnant en fait un aspect assez monumental dont vous voyez ici en fait ces grands mâts qui viennent s'inscrire au milieu de la chaussée dans un terre-plein. Ces grands mâts qui viennent en fait se mettre un petit peu à l'échelle du stade olympique et qui viennent donner une signature. Au premier plan, vous avez les giratoires. Nous avons 2 giratoires qui sont installés sur Pierre de Coubertin, qui sont signifiés de façon importante par une pastille éclairée la nuit, donc qui va occuper le centre du giratoire. Et il faut comprendre que ce sont des giratoires qui sont très petits. Ce ne sont pas des giratoires du type de ceux qu'on trouve à l'île des Sœurs ou autour de Tremblant, pour ceux qui connaissent Tremblant. Ce sont des giratoires qui sont de gabarit vraiment petits et qui permettent uniquement le passage d'une auto à la fois. Donc, on s'est assuré les services techniques de WSP à l'époque pour faire une enquête et mener une recension de la littérature de tout ce qui existe, à la fois en Europe et en Amérique du Nord, pour assurer la sécurité de ces grands systèmes. Permettez-moi de continuer. Bon, des dessins un peu plus techniques, on s'en excuse, mais ce sont souvent ceux qui parlent le plus. En haut à gauche, vous avez la situation actuelle. Donc, on voit un peu la grande largeur de l'avenue Pierre de Coubertin, avec au centre un lampadaire qui éclairait assez faiblement et assez minimalement d'ailleurs les trottoirs de chaque côté. C'était un projet où à l'époque on mettait un peu plus d'accent sur le piéton. Nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'éclairer le côté piéton. Donc vous voyez dans la proposition, dans le dessin en bas à gauche, nous avons des lampadaires qui éclairent à la fois la chaussée, mais à la fois va éclairer le passage piéton. Vous avez en haut à droite également une idée préliminaire qui est d'illustrer qu'au centre de la chaussée, il y aura un mail construit en béton de très haute résistance qui va limiter en fait les passages à mi-bloc, qui va limiter également de façon finale toutes les possibilités de tourner, de U-turn en quelque sorte, je m'excuse de l'anglicisme, qui est pratiqué aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de former 2 corridors bien distincts et d'augmenter le verdissement, comme vous le voyez. Donc, auparavant, 27% de l'espace était dédié aux piétons, au cyclisme et à la végétation, et on bascule aujourd'hui à 50%. Donc, nous sommes assez contents du résultat. Évidemment, c'est un projet qui, pour nous, est important parce qu'il va être assez phare. On imagine, et j'aimerais finir là-dessus un peu pour dire à quel point il est important pour nous, c'est que le jour où vous iriez sur le belvédère du Mont-Royal, lorsque vous regarderez le stade, eh bien, vous verrez à ce moment-là une ligne de ces lampadaires qui serait éclairée sur leur sommet et qui indiquera la présence de Pierre de Coubertin. Donc, un projet qui est à la fois monumental, mais qui fait beaucoup la place aux citoyens en recréant une échelle plus citoyenne au pied des bâtiments qui bordent la ville. Donc, c'était 5 minutes. Je ne sais pas si le délai est passé ou pas, mais j'ai dit dans l'ensemble à peu près tout ce que je voulais dire. Et merci à toute cette coordination
somme toute assez incroyable entre la STM, le parc olympique, pour arriver à produire sans trop d'anicroche, parce que tout projet en a, il ne faut pas se raconter d'histoire, un projet comme celui-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Fianu, pour cette éloquente présentation. On enchaîne maintenant avec M. Che Ouamani, qui est ingénieur et chargé de projet, ainsi que M. Boris Oliveira, ingénieur gestion des impacts de la circulation au service des infrastructures du réseau routier. Alors, messieurs, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais juste changer l'acétate. Bon, mon nom est Che Ouamani, je suis chargé de projet à la Ville de Montréal. Donc, c'est moi qui est responsable au niveau de la réalisation des travaux, donc tout ce qui est exécution des travaux là, au niveau du chantier. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour le projet des Pierres de Coubertin? Donc, je vais vous faire un bref résumé des travaux à venir, la nature des travaux. Donc, comme mon collègue Peter a mentionné, bon, les limites des travaux vont se dérouler de la rue Viau jusqu'à l'avenue de la Salle. On parle à peu près là, de moins qu'1 kilomètre là, de long, plus précisément, c'est à peu près 900 mètres linéaires à peu près. Donc, on viendrait faire tout un réaménagement complet de l'avenue Pierre de Coubertin. Au niveau des travaux, bon, on viendrait carrément enlever tous les trottoirs au complet. On va faire la reconstruction complète des trottoirs. Il va y avoir la construction des saillies qui vont être faites là, au niveau des intersections, des pistes cyclables qui vont être implantées, ainsi que la reconstruction complète là, de toute l'infrastructure des chaussées. Bon, on va venir vraiment excaver toute la chaussée, la refaire là, en pleine profondeur de plus ou moins 1 mètre de profond. On va venir faire la construction des bordures de granit qui vont longer tout le long des trottoirs. Ils vont longer aussi toutes les mailles centraux au niveau des mailles centrales ainsi que des pistes cyclables. D'autres travaux avec d'autres partenaires, nous avons les travaux de la Commission des services électriques de Montréal. Il va y avoir des reconstructions des conduits électriques ainsi que la construction des bases là, pour l'éclairage qui s'en vient. Il y a aussi différents aménagements là, qui vont être construits, tels que les fosses de plantation. Il y a des pavés de granit qui vont être situés à certains endroits. Il y a des carrefours giratoires là, qui sont situés à la rue Leclerc, puis à l'avenue des Jardins. Comme je mentionnais aussi, il y a la mise en place de l'éclairage, puis la mise aux normes des feux de circulation. Dans le cadre du projet aussi, on a des remplacements des centrales de services en plomb. Les remplacements des services en plomb, excusez-moi, ça va être surtout pour certaines adresses qui sont déjà ciblées. Donc, il y a déjà certaines adresses là, qui ont été, qui ont susceptiblement des centrales en plomb. Donc, on va aller faire des remplacements là, des centrales de ces services-là en question. Pour ce qui est de l'échéancier des travaux, donc c'est un projet qui contractuellement, c'est sur 315 jours. Fait qu'ici, on parle d'une période, là, de 300, donc 2021 à 2023. Les travaux vont commencer là, pour le mois d'août de cette année et la fin prévue des travaux, c'est prévu pour juin en 2023. C'est sûr là, qu'il va y avoir des pauses hivernales là, en décembre à avril. Et par la suite, les travaux vont continuer par la suite. Au niveau des phases des travaux, pour la première phase des travaux, on s'en vient faire là, pour 2021. Ça va être entre la rue Viau à l'avenue Bennett, côté sud. Et par la suite, ça va être en 2022 dans le tronçon des Viau jusqu'à l'avenue La Salle. Là, je parle côté sud et nord. Et étant donné que nous savons peut-être suite à des approvisionnements de matériaux, il se peut que certains les fassent décalent, mais on va vous tenir informé là, pour tout décalage des phases, là, soit par des séances d'information ou par des communiqués. En 2023, bon, on viendrait faire les travaux de pavage là, au niveau de la couche de surface là, sur l'avenue Pierre de Coubertin.
Sur ce, je laisserai la parole à mon collègue Boris Oliveira qui va vous parler au niveau du maintien de la circulation et de la gestion des impacts. Je vous remercie. Merci, Cheikh. Bon, en fait, mon nom c'est Boris Oliveira, je suis le responsable pour les volets maintien de la circulation et gestion des impacts tout le long du projet sur l'avenue Pierre de Coubertin. Tel que mentionné par nos collègues précédemment, là, les travaux vont se dérouler sur l'avenue Pierre de Coubertin entre l'avenue de la Salle et la rue Viau. Côté nord, côté sud, la façon comment on exécute les travaux, ça va se faire tronçon par tronçon justement pour éviter, pour améliorer, mettons, la circulation pendant les travaux. Donc, la première phase du projet, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça va être exécuté sur le côté sud de l'avenue Pierre de Coubertin. On commencerait de la rue Viau en direction ouest jusqu'à la rue Leclerc, la première phase, pendant cette année 2021. À ce moment-là, on va garder deux voies disponibles sur le côté nord. Une voie entre Viau et la rue Leclerc va être aménagée pour l'aire d'attente des autobus STM et une voie de circulation pour la circulation locale en direction ouest toujours. Après la rue Leclerc, on rouvre à nouveau, ça va être deux voies disponibles pour la circulation locale. Et il est important de mentionner que pendant ces travaux, on va aménager certaines aires de stationnement aussi adjacentes au mail central dans les tronçons qui ne sont pas en travaux. Ensuite, pendant l'année 2022, on va switcher sur le côté nord, encore là, à partir de la rue Viau en direction ouest. On entrave tronçon par tronçon. Il est important de mentionner que notre chantier est bien coordonné avec les centres de vaccination. Donc, l'accès va être garanti en tout temps en direction des centres de vaccination. Les rues vont être entravées une intersection à la fois, donc on garde toujours l'accès aux résidents du secteur. Les rues locales vont être certaines rues. Je m'excuse. Certaines rues qui vont être entravées à l'intersection avec l'avenue Pierre de Coubertin, on va aménager un double sens. Donc, l'accès va se faire via la rue Hochelaga au sud. Je mentionnais déjà une intersection à la fois, donc on garantit toujours l'accès aux résidents. Comme mesure d'atténuation, on va garder toujours les accès aux bâtiments ainsi qu'aux stationnements privés. Cet accès va être géré en fonction, bien sûr, de l'avancement des travaux. Et les propriétaires seront informés à l'avance lorsque leurs accès vont être bloqués de façon temporaire. On garantit aussi les livraisons et déménagements. On va maintenir ces livraisons avec la présence des signaleurs à certaines intersections. L'aménagement des zones de livraison temporaires vont être aussi installés à l'extérieur des aires de travail. Et les déménagements vont être coordonnés avec les responsables du chantier et un responsable de l'équipe de la gestion des impacts. On va assurer le respect des règlements sur les bruits, donc pas de travaux avant 7 h jusqu'à 19 h le soir. Et c'est possible aussi qu'il y ait des travaux pendant certaines fins de semaine. Donc, ça, selon l'avancement des travaux, il y a des travaux qu'on pourrait appeler à l'entrepreneur pour travailler en fin de semaine aussi. Les stationnements, bien sûr, vont être interdits dans les zones en travaux. Relocalisation des zones avec vignettes lorsque possible. On essaie de minimiser la perte d'espace de stationnement hors de chantier. La collecte des ordures va être maintenue selon l'horaire régulier et ainsi que les matières résiduelles. On s'assure aussi la propreté à l'extérieur des zones de chantier de façon régulière. Il est important de mentionner que lorsque les travaux arrivent devant
l'accès au garage privé, par exemple, il se peut qu'on bloque pendant une période très courte de temps. À ce moment-là, on inviterait les usagers à utiliser le stationnement P6 là, qui est géré par Espace pour la Vie. On va donner une lettre. Vous avez à présenter avec cette lettre devant la madame qui coordonne le stationnement, le P6. Ça se trouve au 6000 de la rue Viau. Et on va vous donner une vignette de façon temporaire. Donc, lorsque votre accès va être débloqué, vous n'avez qu'à redonner la vignette à la responsable d'Espace pour la Vie et à utiliser à nouveau votre stationnement. Bon, comme ça, En ce qui concerne la circulation automobile, le maintien des circuits de la STM, bien sûr, via Pierre de Coubertin en direction ouest. Les autobus vont sortir en principe par la avenue Bennett. Les chemins de détour itinéraires facultatifs seront implantés selon l'avancement des travaux, la présence policière aux intersections clés lorsque nécessaire. Il y aura des panneaux de formation à messages variables justement pour éviter que la circulation en transit s'aventure dans l'avenue Pierre de Coubertin qui va être en circulation locale. D'autres panneaux spéciaux pour acheminer les usagers vers les centres de vaccination, pour les stationnements du parc olympique, ils seront installés aussi. Donc voilà, mon côté est fait. Je laisse la parole à Madame Chamberlain. Oui, bonsoir. Donc, mon nom est Nadine Chamberlain. Je suis chargée de communication à la Ville de Montréal. Je vais vous présenter les outils de communication qui vont être déployés tout au cours du projet pour vous tenir informés de l'avancement des travaux et des différentes entraves. Donc, eh bien, tout d'abord, ce soir, la séance d'information, c'est effectivement un des outils qu'on privilégie pour tenir les citoyens informés. Il y a également, bien entendu, la ligne de renseignement InfoTravaux, qui est le 514-872-3777, qui est disponible à tous les jours de la semaine selon des horaires variables en semaine ou en fin de semaine. Sinon, en dehors de ces horaires-là, vous pouvez évidemment toujours composer le 311. Il y a également une adresse courriel infotravaux@ville.montréal.qc.ca. Sur le site web montréal.ca, il y a également une page web qui est dédiée au projet sur laquelle vous retrouvez les différentes informations par rapport au projet et aux travaux. Il y a évidemment des avis de travaux qui sont distribués en porte-à-porte, donc pour vous aviser lorsqu'il y a différentes entraves et vous donner tous les renseignements nécessaires. Et sur ces avis de travaux-là, vous retrouverez évidemment toujours les numéros, le numéro de téléphone et l'adresse courriel si vous avez besoin d'un complément d'information. On a également la carte InfoTravaux sur le site web de la Ville de Montréal qui répertorie en fait tous les chantiers faits par la Ville de Montréal. Et on met également la mise à jour de l'application Waze pour aider à faciliter les déplacements des automobilistes. Il y a également, comme Boris le mentionnait, des panneaux d'information et de l'habillage de chantier, donc des bannières qui sont installées sur des clôtures pour, d'une part, pour identifier le chantier de la ville et également limiter les poussières, la poussière qui pourrait sortir du chantier. Comme M. L'Assemblée l'a mentionné tout à l'heure, il y a également un comité de bon voisinage. Donc, le comité de bon voisinage, en fait, ça regroupe des citoyens, des commerçants, évidemment, l'équipe projet de la ville. Et le but, c'est de vraiment d'établir une collaboration entre les différents intervenants, les différents partenaires pour présenter les entraves à venir au cours des semaines qui suivent. Dans le fond, c'est une rencontre qui se tient de façon mensuelle. Et à ce moment-là, donc, on présente les travaux et s'il y a des préoccupations ou des sujets, des questionnements, le but, c'est vraiment de trouver des solutions. Parce qu'évidemment, vous habitez le quartier ou vous travaillez dans le quartier, donc vous connaissez bien les différents enjeux et vous pouvez nous aider, dans le fond, à vraiment bien à limiter les différentes entraves, les impacts là, pour vous. Donc, ça fait le tour des outils de communication. Je repasse la parole à notre animateur, M. Tessier.
Merci, Mme Chamberlain. On enchaîne maintenant avec… Il reste 2 présentations, là. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, comme on dit, à digérer, mais les 2 qui s'en viennent sont également très intéressantes. On enchaîne avec la présentation des projets des stations Vio et P9 de la STM avec M. Simon Brossard, qui est surintendant construction, grand programme de maintien des actifs métro. M. Brossard, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Pierre. Donc, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Simon Brossard. Je suis gestionnaire de projet à la STM et je suis responsable de la construction pour le projet P9 que je vais vous faire présenter ce soir. Donc, actuellement, nous sommes en travaux depuis déjà 1 an à la station P9. Comme l'a dit Monsieur le maire, c'est la première fois que nous faisons un projet multipartenaire. Donc, c'est-à-dire que la STM est responsable de l'exécution de travaux de différents partenaires afin de dédoubler les différents projets. Parce que la STM avait un projet à ce croisement-là, et au lieu que nous le fassions avant la ville et que la ville le fasse 2 ans après, nous avons décidé que la STM allait prendre l'ensemble des projets à ce carrefour pour que ça soit plus efficace. Donc ici, vous pouvez voir donc, le stade olympique et le carrefour, donc P9 et Pierre de Coubertin. À ce niveau-là, la STM va prendre les projets du SRB P9, mais aussi la phase 2 du réaménagement de la ville Pierre de Coubertin et les projets aussi de réfection de la station complète de la station P9, avec l'insertion de plusieurs ascenseurs. Donc, si je vais un petit peu plus dans le détail, pour les travaux STM, on va rajouter 4 nouveaux ascenseurs, donc la station va être pleinement accessible universellement. Nous allons agrandir aussi les 2 édicules, principales et secondaires, faire le remplacement de la membrane d'étanchéité qui se trouve être vraiment sous la rue Pierre de Coubertin. Nous faisons aussi la réfection majeure de la station, comme on fait un petit peu partout dans le réseau, donc réfection des architectures, électricité, structure, mécanique, etc. etc. Pour notre partenaire SRB P9, nous allons faire la réfection complète des infrastructures municipales sur P9, la réfection de la chaussée et la mise en place de voies réservées aux autobus, comme vous pouvez voir sur la photo du milieu. Et pour les travaux de la ville de Montréal, je répète, on va faire justement la phase 2, donc reconstruction des trottoirs, de la chaussée, des conduites d'égout, d'aqueduc, mise en norme des feux de circulation et mise à niveau des réseaux de la CSEM, qui est la Commission des services électriques de Montréal. Donc, je me répète un petit peu, nous sommes en travaux depuis le mois d'octobre 2020. Nous avons eu plusieurs impacts sur la station, notamment l'édicule secondaire. Aujourd'hui, elle est fermée. La prochaine phase sera de prévoir la réouverture de cet édicule-là, qui se passera le 23 août 2021 prochain, donc dans environ 1 mois. L'impact qu'on a aussi sur le boulevard P9, c'est que nous fermons actuellement 3 voies de circulation sur 6. Donc aujourd'hui et jusqu'au mois de novembre prochain, les 3 voies de circulation du côté ouest sont fermées. Nous basculerons pour les prochains travaux du côté est à partir de novembre jusqu'à août 2022 et nous terminerons pour la partie centrale de août à novembre 2022. Donc il n'y aura quasiment plus aucun entrave extérieur à partir du novembre 2022. Et l'avenue Pierre de Coubertin est fermée complètement aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et sera réouvert complètement en août 2022. Donc nous sommes à environ 50% d'avancement des travaux globaux pour ces travaux-là. Je viens aussi faire un petit tour de ce qu'on a fait depuis 1 an, parce que vous voyez plein d'inconvénients, mais aussi j'ai envie de vous montrer aujourd'hui que derrière ces inconvénients-là, les travaux avancent de bon train. Donc, à l'édicule secondaire, nous avons réalisé le pilotage et les murs de soutènement, donc de murs berlinois l'hiver dernier. Nous avons excavé de nombreux mètres cubes de rocs et de remblais et nous avons pu avancer les travaux structuraux majeurs pour le nouvel ascenseur et les éléments existants. Dans la station, pour ceux qui prennent le métro de temps en temps, vous pouvez voir que certaines zones ont été réduites, mais nous avons vraiment explosé la station, excavé tout autour de cette station-là et fait de grands trous à l'extérieur de la station pour pouvoir y ajouter 3 ascenseurs qui vont aider justement la clientèle à aller rejoindre les quais de manière accessible en poussette ou en fauteuil roulant. Donc, vous pouvez voir les photos ici, c'est des travaux qui sont assez majeurs avec beaucoup de travaux structuraux et nous allons continuer l'année prochaine pour justement mettre en place les ascenseurs et faire leur mise en service. Bien sûr, dans la station, nous faisons aussi toute la réfection parce qu'une fois que nous sommes dans la station, autant faire tous les travaux pour les 20 prochaines années. Donc, nous faisons la réfection totale de la mécanique en station, des travaux architecturaux. On rajoute des nouveaux locaux techniques parce que derrière certains murs, il y a des équipes STM qui travaillent en permanence. Et pour la partie extérieure, donc vous pouvez le voir ici, là,
Nous faisons des travaux pour nos partenaires, que ce soit pour la Commission des services électriques de Montréal. Donc, vous pouvez voir les photos ici en haut, là, ce n'est pas des bananes, c'est vraiment des spaghettis de câbles qui se trouvent à être sous les rues que nous devons déplacer et optimiser pour réaliser nos travaux. Donc, ce sont des travaux pour remplacer les conduites d'égout et remplacer les conduites d'aqueduc principales, ainsi que les nouvelles entrées d'eau dérivant, que ce soit sur Pierre-de-Coubertin ou sur P9. Tous ces travaux-là ont déjà été réalisés. Vous pouvez voir dans la photo en bas à droite que la station est complètement excavée et nous faisons justement la réfection de la membrane existante afin de limiter les infiltrations d'eau à l'avenir. Quelle est la prochaine phase? Donc, la prochaine phase, je vous l'ai dit au début, c'est l'ouverture de l'édicule secondaire. Donc, le lundi 23 août 2020, l'édicule que vous voyez en bas à gauche sera accessible aux piétons et donc on pourra l'emprunter pour accéder au métro directement. Pierre-de-Coubertin sera toujours fermé, P9 sera toujours fermé côté est. La prochaine phase sera le basculement de la fermeture à droite, qui sera seulement au mois de novembre prochain. Bien sûr, tous les petits points verts que vous voyez, ce sont des chemins piétons temporaires. Donc, on garde un accès piéton sécuritaire en permanence, que ce soit le long de P9 ou le long de Pierre-de-Coubertin. Et nous gardons aussi, bien sûr, notre réseau autobus fonctionnel pendant toute la durée des travaux. Je vais aussi faire une petite présentation des travaux qui se passent à Vio. À Vio, ça fait environ 2 ans et demi que les travaux ont lieu. Aujourd'hui, nous sommes à faire les travaux de finition et de mise en service à l'intérieur de la station. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment l'image extérieure. Autour des clôtures, nous faisons les travaux de finition actuellement, donc que ce soit la finition de membrane, et nous allons ensuite laisser la place à notre partenaire du Stade olympique. Mais nous avons aussi fait l'agrandissement des garages souterrains de métro. Donc, nous avons rajouté 2 nouvelles voies complètes pour justement stocker des métros à ce niveau-là. Donc, les travaux ont été faramineux et nous sommes justement à la fin de ces travaux-là. Donc, les travaux de membrane seront réalisés d'ici la fin de l'année 2021 et la démobilisation et la mise en état du site sera faite en décembre 2021. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Marianne du Parc olympique. Merci. Merci Simon, bonjour à tous. Je vais voir si je peux. Je me présente à mon tour. Moi, c'est Marianne Nguyen, je suis gestionnaire de projet au Parc olympique. Ce soir, je vous présente 2 projets au Parc olympique. On en a beaucoup des projets de construction, mais on va se concentrer ce soir sur ceux qui sont en bordure de Pierre-de-Coubertin parce que ce sont ceux qui ont, je pense, plus de chance d'avoir un impact sur votre quotidien prochainement. Donc, juste pour vous situer, là, j'ai mis une image là, comme ça du quadrilatère. Donc, en premier lieu, on a, attendez, bougez pas, à l'est, donc, le réaménagement des accès Vio qui va débuter, comme le disait Simon, juste après la démobilisation là, de la STM dans le secteur. Et ensuite, je vais vous parler du projet de réaménagement, en fait, d'aménagement de locaux commerciaux près du métro P9, donc ici plutôt vers l'ouest du site. Donc, le premier projet de réaménagement des accès Vio, ça, c'est un peu un schéma là, qui vous situe. Ici, on a le biodôme, le cinéma, au nord, le planétarium, au sud, l'avenue Pierre-de-Coubertin. Donc, les objectifs de ce projet-là, c'est vraiment de repenser l'entrée du site. On veut adresser plusieurs enjeux là, de circulation dans le secteur. On veut améliorer l'expérience client dans le site. Sur le site, pour faire ça, on a développé un projet qui va permettre de réduire le contraste d'échelle puis favoriser la perméabilité urbaine. L'idée, c'est vraiment de donner un parc aux résidents du quartier en créant des espaces conviviaux. On veut aussi s'attaquer à des enjeux de circulation qui caractérisaient le secteur en privilégiant les piétons et le transport collectif et durable. En effet, on observait qu'il y avait beaucoup de conflits entre les différents modes de transport, là, entre les piétons, les véhicules. Donc, on est vraiment content aujourd'hui de pouvoir s'avancer et de vous annoncer que tout le secteur sera piétonnisé à la suite de notre projet. Donc, ça devrait grandement améliorer la sécurité des utilisateurs. Je veux aussi mentionner qu'on a tenu compte de beaucoup de parties prenantes dans l'élaboration de ce projet-là, en incluant une consultation publique qui a eu lieu en 2019 où on vous avait présenté, il y a eu une présentation du projet aux résidents et on avait recueilli vos commentaires. Donc, ils ont été incorporés
à la conception, qui ressemble aujourd'hui à ça. Donc, c'est un rendu à 95% d'amendement. Il ne devrait y avoir que des modifications mineures à ce stade-ci. Comme on peut voir, on a une réduction significative de l'empreinte minérale sur le site. Donc, nous aussi, là, on embarque dans le bateau du verdissement avec la ville. On veut vraiment rendre cet endroit-là accueillant, agréable à vivre, un lieu de rencontre, un lieu aussi accueillant pour les visiteurs qui viennent de loin. Et un lieu où c'est pas difficile de trouver son chemin, donc il y aura de la signalisation, il y aura du mobilier urbain, une grande diversité, biodiversité, donc des arbres, des arbustes, toutes sortes de végétaux. Et bon, là, je peux parler de certains éléments de conception sans aller trop dans les détails, mais donc ici, il y a 3 flèches en forme de banane, c'est la circulation piétonne qu'on anticipe dans le secteur et vraiment, c'est autour de ça qu'est axée la conception de ce projet-là. C'est vraiment, surtout sachant maintenant que il n'y aura plus le conflit piéton-véhicule motorisé parce que ça va être complètement piétonnisé. Là, on va vraiment amener des chemins clairs et protégés où il y aura un éclairage adapté. Il y aura des antennes Wi-Fi aussi qui vont fournir un service. Puis de la signalisation, comme je l'ai dit un peu plus tôt. L'ensemble du site va avoir du mobilier urbain, un banc comme ça intégré qui va vraiment être un lieu de rencontre ou un lieu où on va pouvoir passer un après-midi en famille. Il va y avoir des jets d'eau comme ça avec des luminaires intégrés qui vont vraiment ajouter un côté ludique puis un côté un petit peu ludique, mettons, pour les dimanches après-midi où il n'y a pas grand-chose qui se passe au stade. Les familles pourront venir passer un après-midi, un pique-nique ou quelque chose comme ça, mais il y aura aussi peut-être des petits événements de petite envergure dans le secteur un petit peu plus central comme ça, avec des bancs autour. Donc, vraiment un endroit où il va faire bon venir passer un petit moment, là. Puis pour terminer sur ce projet-là, donc l'échéancier prévu, on va débuter au printemps 2022, donc suite à la démobilisation de la STM, on va laisser passer l'hiver, puis ensuite on devrait commencer. La durée estimée est d'un peu plus d'1 an, donc on espère pouvoir livrer ça à la fin de l'été 2023. Bien sûr, tout ça c'est sous toute réserve parce que ce projet-là est tributaire de beaucoup d'autres éléments dans le secteur. Donc, c'est sûr qu'on travaille en collaboration avec nos partenaires là, pour s'assurer de garder le cap. Donc, pour mon deuxième projet, c'est l'aménagement de locaux commerciaux. Donc là, c'est juste pour se situer. On a le métro P9 qui est ici, puis on voit l'esplanade qui est un peu la portion en verre là, qui recouvre et le métro P9, mais aussi ce qui est présentement nos locaux administratifs au Parc olympique. On voudrait convertir ces bureaux-là en locaux commerciaux. Donc, les objectifs sont de faire cette conversion-là. On veut créer une fois de plus une entrée accueillante où il y aura un meilleur lien là, entre les jardins intérieurs et l'avenue Pierre de Coubertin. Puis on veut connecter les commerces aussi depuis l'intérieur. Comme une fois qu'on sera à l'intérieur d'un commerce, on pourra directement passer sans avoir à sortir pour aller vers le stade. Puis une fois de plus, c'est un projet où on a vraiment une démarche de sonder la population. Donc, il y a déjà eu un sondage où on a recueilli le type de commerce que vous espériez avoir, où en fait que les résidents ayant répondu ont vraiment donné leur intérêt. Donc, il y a eu un très bon taux de participation à ce sondage-là, ce qui nous indique que c'est quand même un besoin qui est très présent. Il y a un fort intérêt pour ça. Et les types de commerces qui ont été identifiés, on parle beaucoup des commerces alimentaires ou des commerces, des petits restaurants, des microbrasseries, des fruiteries ou des commerces alimentaires. Donc, ça a été identifié. Puis par la suite, on a eu aussi une étude de marché qui nous a vraiment validé, confirmé qu'il y avait un besoin dans le secteur. Donc, ça, c'est une image de rendu. Pour ce projet-là, on peut observer que l'ouverture entre le métro P9 qui est à gauche et les locaux commerciaux est élargie. Donc, c'est vraiment, ça va dans l'idée où est-ce qu'on veut inviter, disons, puis ouvrir ce passage-là ou défaire cette espèce de séparation qu'il y a entre les petits jardins intérieurs qui ne sont pas utilisés à leur juste valeur présentement. Ils sont peu utilisés. Je pense qu'on peut les mettre en valeur, augmenter leur utilisation et leur potentiel. Donc,
C'est vraiment ça l'idée de ce projet-là, le réconcilier les citoyens du quartier de l'Est avec le Parc olympique. Puis donc, une dernière image là, pour se laisser sur une note positive. Voilà, des gestes architectureux vraiment dans la métaphore convergent vers cette idée d'ouvrir le Parc olympique. Un autre lieu de rencontre où on va pouvoir venir se donner rendez-vous, passer un après-midi. Puis là, je peux laisser une petite note aussi sur la fontaine qui est présentement pas activée, mais on pourrait éventuellement la réactiver avec une mince couche d'eau. Puis ça pourrait peut-être l'hiver être une patinoire ou l'été, ça pourrait être recouvert éventuellement d'une petite scène pour des petits événements une fois de plus. Donc, c'est des beaux projets. Là, ça l'indique, les travaux sont prévus en 2025. Donc, ça, c'est un petit peu plus loin dans le futur, mais ça s'en vient tranquillement. Donc, il y aura sûrement d'autres présentations à cet effet-là quand on va être plus proche du projet. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Nguyen, pour cette présentation qui finit sur une note inspirante et visionnaire. Donc, on est rendu à la période de questions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on a terminé l'enchaînement des différentes présentations. On va commencer, en fait, on va le faire en 3 étapes. On va commencer avec les questions qu'on a reçues à l'avance, donc au moment de l'inscription. Et on a regroupé évidemment les questions par thème afin d'éviter la répétition. Il y avait des questions qui revenaient beaucoup sur le stationnement, vous allez voir, là, qui revenaient. Donc, on les a regroupées ensemble afin évidemment d'être plus efficace. Et après, on va répondre aux questions en direct. Et pour répondre aux questions en direct, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez qu'au bas de votre écran, là, si vous regardez, il y a des petits icônes de participants. On est 106 d'ailleurs, 106 personnes, c'est beaucoup. Q et A ou Q et R si votre ordinateur est configuré en anglais. Ou en français Q et R. Chat qui est fermé, le share screen, mais c'est surtout le raise hand ou le lever main si votre ordinateur est configuré en français que je vous invite à regarder. Donc là-dessus, vous pouvez cliquer sur la petite main. D'ailleurs, je vois qu'il y a peut-être déjà des gens qui ont déjà commencé à lever la main. Oui, effectivement. Donc, Marie-Claude Chaland, James Barba, Alain Méthode, non pas Alain Méthode, mais bon, il y a 2 personnes qui ont levé la main déjà. Donc, on ne vous oublie pas, on va être à vous dans la deuxième portion de la période de questions. Donc, et quand on sera rendu là, je vais vous donner votre nom et vous pourrez à ce moment-là activer votre micro, puis on va vous entendre. On ne vous verra pas, mais on va vous entendre. Donc, évidemment, on vous demande d'être bref autant que possible, de limiter évidemment votre intervention à une question, à une sous-question, afin de permettre évidemment à tout le monde de pouvoir intervenir. Donc, une fois qu'on aura terminé ce deuxième bloc de questions-là posées en direct, on va y aller maintenant avec les questions qu'on a reçues par écrit, donc dans le module Q et A. Donc, vous voyez en bas, là, au Q et R, là, donc le deuxième icône, là, il y a déjà des gens d'ailleurs qui ont posé des questions, Anaël Beaulieu, Louise Gérard, Aline Pacheva qui ont déjà posé des questions. Encore une fois, je vous demande d'être patient et patiente pour nous permettre d'enchaîner vraiment selon l'ordre qui est prévu ce soir. Donc, les questions reçues à l'avance, les questions posées verbalement et ensuite les questions qu'on a reçues dans le chat. Évidemment, afin de respecter l'heure prévue pour cette rencontre, si des questions n'étaient pas répondues, soyez assurés qu'elles seront prises en note et elles seront répondues dans un document avec l'ensemble des questions et des réponses qu'on a reçues aujourd'hui, incluant celles qu'on a reçues avant la séance de ce soir. Donc, ce document sera disponible sur le site montréal.ca au cours des prochains jours. On vous demande évidemment de faire preuve de respect. Évidemment, aucun écart de langage ne sera toléré, mais je pense que ça devrait bien se passer ce soir. D'autres intervenants vont venir s'ajouter en renfort lors de la période de questions. Donc, on a une grosse équipe de soutien. Je vais vous les présenter. Il y a François de la Chevretière qui est chargé de projet pour l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il y a M. Richard Gagnon qui est chef de division études techniques arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Étienne Blais, qui est chef de service conception, réalisation des projets d'ingénierie pour le SIRR, donc un acronyme dont je viens d'apprendre l'existence, donc qui est pour Service des infrastructures du réseau routier et enseignement travaux publics. Il y a également Mme Radia Hadj Meknik, j'espère que je prononce bien son nom, ingénieur division de la conception des travaux, toujours pour le SIRR, donc Service des infrastructures du réseau routier. Et enfin, M. Sylvain Cloutier, qui est chef de division gestion de la division conception, gestion des impacts et maintien de la circulation, toujours pour le SIRR. Donc, commençons maintenant avec les questions qu'on a reçues par les citoyens et citoyennes avant la soirée de ce soir, donc lors de l'inscription. Et pour cela, je vais demander aux intervenants de répondre idéalement dans 1 à 2 minutes parce qu'il est déjà 19h53. Donc, première question qu'on a reçue de Daniel Lapointe, Aline Pacheva et Martine Barbeau.
Donc, ils nous disent, nous avons reçu plusieurs questions, justement. En fait, comme je l'ai dit tantôt, on a reçu plusieurs questions au sujet de l'accès au stationnement au garage privé, donc sur l'avenue Pierre de Coubertin et sur les rues transversales. Donc, je demanderai à M. Oliveira, s'il vous plaît, de préciser ce point. Question qui est revenue plusieurs fois ce soir, là. Est-ce que les résidents auront accès au stationnement en tout temps? Donc, M. Oliveira, c'est une première question pour vous, qui préoccupe bien des gens. Merci, M. Tessier. Effectivement, on essaye de garder le plus longtemps possible l'accès au stationnement privé. Évidemment, il y a des travaux à faire, à exécuter à même l'intersection. Donc, lorsque l'intersection va être fermée, on va aménager un double sens à l'intérieur de cette rue, dont l'accès et sortie va se faire via la rue Hochelaga. Comme j'ai mentionné tout à l'heure aussi, si jamais il y a des trottoirs, en parlant déjà sur les travaux directement sur l'avenue Pierre de Coubertin, s'il y a des travaux qui bloquent là, parce qu'on va reconstruire les trottoirs, il faut laisser un temps pour la cure du béton. Donc, lorsqu'on bloque un accès à un garage privé, c'est à ce moment-là que l'usager peut aller à stationner avec la lettre de la ville, se stationner dans les P6 là, qui se trouve au 3000 de la rue Viau, qui est géré par Espace pour la Vie. Parfait, M. Oliveira, je vous garde pour la prochaine question, également parce qu'elle concerne des stationnements. Elle vient d'André Gauthier. Il nous dit, sur l'avenue des Jardins, présentement, c'est difficile de circuler et de stationner, alors que je me pose la question suivante. Qu'arrivera-t-il des rues de La Salle et de l'Étourneux, qui sont des rues à sens unique vers le sud pour le stationnement et la circulation? Oui, encore là, c'est lorsqu'on entrave une intersection, pour répondre à la question de monsieur, j'imagine que lui, son inquiétude est par rapport à lorsque l'intersection va être fermée, étant donné que c'est une rue à sens unique vers le sud. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on entrave l'intersection Pierre de Coubertin et la rue transversale, on va aménager un double sens à l'intérieur de la rue, et justement, et pour permettre l'accès via la rue Hochelaga et la sortie via la même rue Hochelaga. Donc, un double sens à l'intérieur de cette rue, de façon temporaire, bien sûr, mais le temps qu'on finit les travaux à l'intersection Pierre de Coubertin et la dite intersection. Parfait. On reste toujours sur le thème des travaux. Question également pour vous, M. Oliveira, nous vient de Pierre Carrier. Est-ce que la rue Bennett deviendra à double sens pendant les travaux? Oui, c'est le même type de réponse que je viens de mentionner. Lorsque les travaux sont à même l'intersection Bennett, Pierre de Coubertin, évidemment, il faut implanter un double sens à l'intérieur de la rue Bennett pour permettre la sortie via la rue Hochelaga. Parfait. Ouais. André Gauthier, maintenant, veut savoir, je n'ai pas d'auto, mais ma copine qui a une voiture a des grandes difficultés à trouver une place de stationnement non vignettée, c'est ça, ouais. Donc, il n'y a pas de vignette. Peut-être dû aux travailleurs du chantier et aux grands espaces réservés pour les installations et les machineries. Donc, ça m'a semblé un confinement supplémentaire durant cette pandémie. Peut-on penser à ceux qui vivent dans le secteur? J'espère que ces travaux en vaudront la peine car je suis d'accord avec ces transformations. Merci. Donc, question peut-être pour M. François de la Chevrotière. Je ne sais pas si j'apparais. Bon, bonjour tout le monde et merci pour la question. Donc, tout d'abord, ben oui, c'est évident que le chantier d'envergure, comme celui qu'on vient de vous présenter, va engendrer une pression additionnelle sur la disponibilité du stationnement sur rue dans le secteur pendant la période des travaux. Ceci dit, la Ville de Montréal est sensible à cette réalité et comme mon collègue Boris l'a mentionné, des mesures seront mises en place en vue de minimiser les pertes de stationnement hors chantier, comme par exemple offrir du stationnement en bordure du mal existant pour les tronçons qui ne sont pas en travaux. Merci. Parfait, merci, M. de la Chavotière. On enchaîne maintenant avec une autre question de Nathalie Charrette. Bonjour, mon trottoir d'entrée devant les escaliers, qui sert également à ma voisine, doit être également refait. Est-ce que l'entrepreneur Demix va pouvoir l'inclure dans ses travaux? Question pour M. Tché Ouamani. M. Ouamani? Oui, bonjour. Donc, pour les travaux sont surtout au niveau des travaux dans la section publique de la ville. C'est sûr qu'on ne s'en va pas dans le côté privé du citoyen. Donc, nous, on s'arrête vraiment jusqu'à la limite des propriétés. Merci.
Parfait. Ben, je vous garde pour les deux prochaines questions. Allez pas trop loin, M. Ouamani. Donc, c'est une question de Suzanne Girard. Elle dit, lors des travaux sur la rue et ses trottoirs, il faudra rénover complètement nos entrées, donnant accès au trottoir municipal devant nos résidences. La Ville sera-t-elle responsable de les refaire? Ça rejoint un peu la question de tantôt. Mais là, on veut savoir si la Ville va se charger de faire ces travaux-là. M. Ouamani. Ben, c'est ça, effectivement, ça revient un peu à la question. On se limite jusqu'à la limite des propriétés qu'on fait les travaux en question. Donc, c'est surtout la partie publique là, que les travaux vont se dérouler. Parfait. Autre question pour vous, M. Ouamani. James Barda qui veut savoir, on a plusieurs gros camions de 53 pieds qui font des livraisons à notre édifice. Notre business ne peut pas arrêter pour la survie de notre compagnie, évidemment. Est-ce que vous aviez un plan de match pour bien gérer l'accès à notre édifice? Oui, effectivement. Donc, il va y avoir un représentant là, de la Ville de Montréal qui va communiquer avec vous directement là, parce qu'il faudrait qu'on se coordonne justement pour les travaux en question puis pour vous causer un préjudice là, au niveau du commerce en question. Parfait. Excellent. Merci. Question maintenant de Mme Hélène Nadeau pour Mme Marianne Nguyen. La question de Mme Nadeau, c'est y aura-t-il à même la station de métro P9 des commerces de proximité? On a parlé un peu tantôt. Des commerces de proximité comme par exemple une petite épicerie. Donc voilà. Et la deuxième question, je pourrais la lire après. Oui, donc oui, effectivement, j'acquiesce. Il y aura des commerces de proximité. On ne peut pas tout de suite s'engager pour dire quel type de commerce, mais oui, il y en aura. Ça ne sera pas dans la station de métro, ça va être dans ce qui est présentement les locaux administratifs du Parc olympique, mais ça va être converti en locaux commerciaux. Parfait. Je vous garde. Autre question de Mme Hélène Nadeau. Est-ce qu'il y aura davantage d'espace vert entre le trottoir nord et le Parc olympique? Oui, ça, c'est un gros oui. On a vraiment identifié, on sait que quand il s'agit d'îlots de chaleur puis de zones minéralisées, là, on peut plaider coupable au Parc olympique, mais ça a été identifié. C'est vraiment quelque chose sur lequel on fait un effort dans beaucoup de nos projets, d'ailleurs, pas juste les deux que j'ai présentés ce soir. Donc, absolument, oui, il y aura du verdissement puis une augmentation de la portion végétalisée. Pendant qu'à l'époque, en 1974, 75, 76, quand on a construit ça, on n'était pas dans les mêmes préoccupations qu'on a aujourd'hui. C'est ça témoigne bien de son temps. Là. Tout à fait. Question maintenant pour M. Peter Fianou, qu'on a entendu plus tôt ce soir, une question qui vient de Vera Petkova. Prévoit-on des îlots de repos avec des bancs, des chaises, des compositions florales à côté du stade olympique devant le biodôme, par exemple? Ah, ben c'est une question pour vous, c'est Mme Nguyen. Désolé, là, j'ai inversé deux lignes. Donc, revenez avec nous, Mme Nguyen. Non, j'ai une question pour vous. Alors, donc, est-ce qu'on a prévu des îlots de repos avec des bancs, des chaises, des compositions florales du côté du stade olympique? Une fois de plus, affirmatif. Oui, il y a beaucoup de mobilier urbain qui est prévu. Il y en a du mobile, il y en a du permanent, comme le banc là, que j'ai présenté, mais il va y avoir aussi des petites pastilles de béton qu'on va pouvoir mettre un peu partout. Il va y avoir des tables à pique-nique aussi qui vont être installées là, sur les zones gazonnées. Donc, vraiment, là, venez avec votre tante, votre grand-mère, vos enfants. Là, ça va être the place to be. Bon, on a hâte de voir ça. Question maintenant, on revient à M. Peter Fianou, désolé pour tantôt. Question de Annick Séguin. Bonjour, est-ce qu'une étude a été réalisée en avant-projet concernant l'impact sur la circulation avec l'ajout des 2 carrefours giratoires lors de gros événements au Parc olympique, là, 50 000 personnes? M. Fianou. Oui, merci Mme Séguin. C'est une question qui est très importante. Je suis content que quelqu'un la pose. Actuellement, lors de ces grands regroupements comme le Monster Truck ou ces choses-là, effectivement, il y a énormément de monde qui sort et c'est le SPSVM qui assure le trafic et la fluidité à la sortie du stationnement. On a fait des simulations avec l'aide des consultants WSP et il s'avère que la présence des giratoires ne changera rien puisque le SPVM sera encore sur place pour assurer le trafic, la fluidité. Donc, le giratoire n'est pas un obstacle à la fluidité lors des grands événements. Parfait. Merci pour ces précisions, M. Fianou. Donc, on enchaîne maintenant. C'était la dernière question concernant avec les questions qu'on a reçues à l'avance lors de l'inscription. On va maintenant enchaîner avec les questions en direct ou live, comme on dit en bon québécois. Et pour ce faire, je vais aller du côté des gens, des participants et participantes qui ont levé la main. Et on va commencer tout de suite avec Marie-Noël Chalanne qui a levé la main. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'activer votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, Mme Chalanne, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Ah, oui. Oui, bonsoir.
Écoutez, je suis désolée, mais c'est une erreur. Ah, Mais donc, je suis contente du projet. Je vous suis avec attention. bon, c'est Merci gentil. beaucoup. Hein. Merci. Au C'est une revoir. erreur. Merci. On les aime comme ça, les erreurs. Ça fait du bien d'entendre ces commentaires-là, je pense, Merci pour l'ensemble de beaucoup. l'équipe. Merci. On enchaîne maintenant avec James Barba. Il y a déjà une question d'ailleurs qui avait été posée. James Barba, votre main est levée. Donc, je suppose que vous souhaitez poser une question. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, activez votre micro pour qu'on vous entende bien. C'est fait, je pense. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendiez? Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour. Je tiens juste à vous féliciter pour la belle initiative. Le projet, ça semble être extraordinaire pour le quartier. Je suis vice-président chez La Vie en Rose. Ça fait 20 quelques années qu'on est dans le quartier. J'ai agrandi dans le quartier depuis ma jeunesse. On emploie à peu près 600 personnes à Hochelaga-Maisonneuve, incluant notre nouvelle bâtisse sur la rue Viau. Vous avez déjà répondu à ma question pour accès pour nos camions. Merci beaucoup. Extraordinaire. Dans le fond, j'aimerais juste, si quelqu'un peut m'envoyer un courriel suite à notre séance, j'ai comme d'autres questions techniques pour mon terrain parce qu'on va déménager bientôt, puis j'aimerais avoir une discussion avec soit un chargé de projet de chez vous ou le leader du projet. Parce qu'on est ouvert à quelque chose d'intéressant sur notre terrain. Puis j'aimerais juste faire un bel partenariat avec la ville. Puis c'est mon seul point pour ce soir. Encore, je vous félicite. C'est un projet extraordinaire de ce que je vois. Puis vous aviez notre support entièrement chez La Vie en Rose. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Barba. Puis je pense qu'on a votre adresse courriel, donc on pourra communiquer également avec vous. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. On enchaîne maintenant avec une question, probablement de Diane Boucher. Madame Boucher, si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Madame Boucher. Bon, OK. Moi, je demeure sur la rue Desjardins, juste devant le chantier, dans la ruelle. Ma ruelle est rendue la rue Desjardins. C'est-à-dire que toute la circulation passe dans ma ruelle. Fait que là, j'aimerais ça, les camions, tout le kit, là, ça passe tout dans ma ruelle, là, vu que c'est un stationnement après ma ruelle. Fait que là, j'aimerais ça savoir quand est-ce que ça va terminer la ruelle, ma ruelle qui est à côté, il passe à côté de chez nous. Là. Quand est-ce que ça va terminer que la circulation passe dans la ruelle à côté de ma maison? Parfait. Donc, je suis en train de regarder peut-être Boris qui voudrait répondre à cette question-là. Monsieur Javier Oliveira? Non, je pense que c'est en fonction des travaux actuels, donc parfait. Je laisserai les soins à Gabriel de répondre. Parfait. Ça va être moi qui va répondre. Voilà. Ah, monsieur Bonsard. Bon. Oui, ça concerne les travaux actuels du projet STM. Donc, actuellement, il y aurait que la rue Desjardins est bloquée sur Pierre de Coubertin qui est fermée. Donc, avec la ville, on a mis en place justement un passage de la ruelle transversale, donc parallèle à la rue Pierre de Coubertin, pour aller chercher la rue de la Salle. Donc, il y aurait que cette ruelle-là est devenue une circulation pour les véhicules. Donc, en ce qui concerne les travaux, donc les travaux majeurs par rapport aux camions seront terminés d'ici la fin de l'été. Donc, pour les camions, il y aura beaucoup moins de passages une fois que les travaux que je montrais tout à l'heure d'ascenseurs seront terminés. Concernant quand est-ce que cette ruelle-là sera remise en termes de ruelle et puis que la rue sera rouverte sur Pierre de Coubertin, ça sera l'été prochain seulement. L'été prochain. Oui. Pourquoi, en fait, j'explique pourquoi on a mis justement ce passage-là vis-à-vis de la ruelle. Parce que si on ne met pas ce passage-là vis-à-vis de la ruelle, on doit mettre la rue Desjardins en double sens. Et si on met la rue Desjardins en double sens, on doit supprimer tous les stationnements qui sont à côté, parce que c'est une seule voie de circulation. Donc voilà le pourquoi qu'on a mis la ruelle passante pour aller chercher la rue de la Salle, parce qu'on voulait aussi conserver les espaces de stationnement qui sont chers aux résidents. L'autre question que je vais vous demander, vous dites que les travaux commencent souvent à 7 heures, mais souvent à 6h30, commence à brasser le moteur, là, puis ça commence à passer. Même de ce temps-là, je pensais qu'on serait en vacances de circulation, mais il y en a encore qui travaillent. Certains travaillent dans la mise, je ne sais pas, en œuvre pour les prochains travaux. Mais disons que 6h30, là, ça commence à brasser. Là, les moteurs, là, puis tu sais, je veux dire, la circulation, quand on était en confinement, ça allait bien. Mais là, ça passe à n'importe quelle heure, ça chante la musique au bout. Fait que c'est de toute beauté. J'ai beau dormir avec des bouches-oreilles, mais c'est très bruyant.
C'est quelque chose à faire là-dessus, M. Brossard, pour le bruit qui commence peut-être plus tôt avant les travaux? Oui, je vais pouvoir prendre votre commentaire et le transmettre à l'entrepreneur. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes dans les vacances de la construction, mais ça concerne seulement les travaux de bâtiment. Donc, vu qu'on a une portion de civil, on a quand même des travaux à réaliser cet été pour la portion de construction. Les travaux en tant que tels ne commencent pas avant 7 heures, mais c'est sûr que les camions peuvent arriver avant 7 heures pour débuter les travaux à partir de 7 heures. Je vais prendre votre commentaire en note et passer le mot à l'entrepreneur pour qu'il puisse justement faire suivre un petit peu les chauffeurs de camions pour limiter le bruit le plus possible. L'autre question que j'ai à poser, ma rue des Jardins, c'est la seule qui monte. Dans mon coin, puis pour aller prendre le Sherbrooke, je monte sur Saint-Clément, mais le Saint-Clément va être fermé. Ça veut dire comment est-ce qu'on va circuler? Il va y avoir juste une rue qui va monter, ça va être la mienne. Puis ils vont passer encore dans Marville. Vous parlez à l'avenir, une fois que les paires de Oui, à l'avenir, quand ils vont être rendus à Leclerc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer chez nous, ceux qui montent, parce que là, tout passe chez nous. Les autobus, les pompiers, tout passe. Mais ça, il faudra plutôt s'adresser au service de la ville une fois que les travaux sont terminés. Mais il me semble que la rue... Non, mais tant que les travaux sont là, c'est la seule. Il n'y a personne qui passe. Ils montent tous les jardins puis ils passent dans la ruelle. Parce que toutes les autres descendent. La salle descend, les tourneurs descendent, il n'y a pas de rue qui monte. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui montent sur des jardins ne vont pas sur Sherbrooke, qui redescendent par de la salle obligatoirement. Ils ne peuvent pas atteindre Pierre de Coubertin. Oui, mais ils passent dans ma ruelle, c'est ça le problème. Fait qu'il n'y en a pas d'autres rues qui montent. La mienne, c'est juste la mienne qui monte dans mon coin. Avant, on avait des tourneurs qui étaient dans deux sens. Maintenant, il y en a juste une. C'est la mienne. Elle monte, ils passent dans la ruelle, puis ils descendent. C'est deux rues qui descendent. La salle et deux tourneurs maintenant. Fait que je me dis que quand les activités du stade olympique vont arriver, ça va être encore l'enfer. Écoute, il y a juste une rue qui monte, c'est la mienne. On va prendre votre commentaire et puis on va utiliser ça avec les gens de planification des transports à la ville. Avec l'équipe qui est là ce soir. Merci beaucoup, Mme Boucher, pour vos 3 questions. Merci, parce que, écoute, ça allait de la rue P9. C'est un mauvais bois passé, comme on dit. Martin Mathieu, maintenant. Alors, oui, Monsieur Martin Mathieu, vous avez une question, vous avez la main levée, donc on va écouter votre question. Monsieur Martin Mathieu, est-ce que votre micro est activé, s'il vous plaît? On peut peut-être revenir un peu plus tard. Monsieur Mathieu, est-ce que vous entendez? Nous, on ne vous entend pas, en tout cas. Écoutez, pendant que vous trouvez... Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, parfait, oui, c'est beau. Oui. 2 questions. Je ne sais pas, j'avais envoyé 2 questions. Premièrement, pour les espaces commerciaux sur l'esplanade, est-ce que ça va être un espace commercial réservé au maire de l'arrondissement qui veut faire une microbrasserie dans le secteur ou pas? Madame Nguyen, on a déjà parlé de ça tantôt un peu, je pense. Oui, bien, c'est sûr que là, tu sais, on a fait un sondage, mais c'était il y a déjà un petit moment de ça. Puis ce projet-là est prévu pour 2025. Donc, moi, je ne vais pas m'avancer pour vous dire exactement quel commerce on a. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est vraiment juste des retours de sondage de résidents. Mais il y a encore beaucoup d'eau qui va passer sous les ponts là, avant qu'on puisse dire quel commerce va être là. Donc, c'est un peu trop tôt pour répondre. Ouais. OK, c'est juste parce que le maire veut absolument faire sa microbrasserie dans le quartier, même avec du résidentiel. Mais je passe à la deuxième question. Pour les garages, parce que vous savez que sur Pierre de Coubertin, il y a énormément de garages privés, qui est une construction spécifique pour rentrer dans nos garages sur Pierre de Coubertin. Est-ce que ça va être possible de rentrer dans nos garages? Question de stationnement, Boris, peut-être Libéra, M. Libéra? Est-ce que vous voulez, on a pas mal répondu à cette question-là tout à l'heure sur les stationnements, qu'il allait avoir des mesures, là. Je n'ai pas compris la question, M. Tessier. Est-ce que ça va être possible de rentrer dans nos garages sur Pierre de Coubertin parce que ce ne sont pas juste des appartements sur Pierre de Coubertin, ce sont des condos avec des garages privés. OK? Donc, est-ce que ça va être possible de rentrer dans nos garages à chaque soir? Oui, évidemment, là, la nature des travaux, des fois, impose l'excavation, justement pour ça qu'on divise l'ensemble des travaux par tronçon. Donc, il y aura des travaux entre Viau et Leclerc, par exemple, à un certain moment, selon la nature des travaux, parce qu'il faut excaver toute la largeur de la rue. Il y aura des blocages de certains accès au garage. Là.
c'est à ce moment-là qu'on aménage d'autres espaces de stationnement à proximité, adjacentes au mail central dans les tronçons qui ne sont pas en travaux. Ainsi, on a des stationnements dans les P6 au 3000 de la Rouvio, mais il faut mentionner que ces travaux, on essaye de limiter le temps que les résidents n'ont pas accès à son garage. Là. Donc, on essaye de minimiser le temps, mais à un certain moment, il faut démolir les trottoirs, couler le béton, mettre la structure de la chaussée pour pouvoir permettre à nouveau l'accès. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que de certains moments, il va falloir aller stationner au stade olympique. C'est ça que vous voulez dire? C'est possible que ce soit le stade olympique, mais il y aura d'autres espaces de stationnement qui sont plus proches de votre demeure, là, qui vont être aménagés dans les tronçons qui ne sont pas en travaux, adjacents au mail central et même au trottoir de chaque côté de la rue. Il ne faut pas oublier que l'avenue Pierre de Coubertin va être mise comme pour circulation locale uniquement. Donc, il n'y a pas de circulation en transit qui vont circuler. Donc, on a l'espace pour aménager d'autres espaces de stationnement, justement pour éviter et pour limiter la perte de stationnement. Ouais. Mais disons que vous ne savez pas vraiment comment ça vit parce que l'espace Pierre de Coubertin est un espace pas juste local. Il y a beaucoup de circulation qui transite par Pierre de Coubertin venant d'ailleurs. Tous les matins, il y a beaucoup de trafic ici. Donc, je ne sais pas si vous êtes bien informé, mais ce n'est pas juste local. Ce n'est pas vrai, ça. Monsieur Mathieu, je pense que les gens de l'équipe connaissent bien le secteur. Là. Je pense que vous n'avez pas besoin d'être cynique par rapport à ça. Là. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Ce n'est pas une question d'être cynique, c'est juste d'être réaliste. Oui, en fait, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'au début des travaux, nous allons mettre l'avenue Pierre de Coubertin comme circulation locale. Donc, il y aura des barricades qui vont être implantées à l'intersection Viau, Pierre de Coubertin. Donc, la circulation intra-site va être informée en amont avec l'installation des panneaux à messages variables, justement pour inciter à prendre d'autres rues à proximité et non pas entrer sur l'avenue Pierre de Coubertin parce qu'il n'y aura pas de sortie là. Donc, justement pour ça que j'ai mentionné que c'est local. Évidemment, dans une situation normale, sans travaux, Pierre de Coubertin, ce n'est pas la circulation normale, mais lorsqu'on commence les travaux, c'est là qu'on va implanter la circulation locale. Parfait, merci. Merci, M. Mathieu. Bonne soirée. On enchaîne maintenant avec Nathalie Charette. Nathalie Charette, si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît, qu'on vous entende bien. Oui, bonsoir. Ma question concerne les bornes bleues. Est-ce qu'il va y avoir des changements ou des travaux effectués sur les bornes bleues qu'on retrouve sur nos terrains? Les bornes bleues, peut-être une question pour M. de la Chevretière. Est-ce qu'on sait peut-être plus l'arrondissement, ça? Ou Est-ce qu'on veut parler des bornes de recharge pour véhicules électriques? Non, je parle des bornes qui ressemblent à une borne fontaine, mais qui sont bleues. Je laisse mon collègue. Oui, Simon. C'est des bornes qui sont axées pour le métro. En fait, ces bornes bleues, c'est des bornes d'incendie spéciales pour justement la protection incendie du métro. Elles ne seront pas visées, il me semble, dans le projet de la ville. Merci. Parfait. Merci, Mme Charette. On enchaîne avec Christiane Bibeau. Mme Bibeau, si vous voulez, s'il vous plaît, activez votre micro, qu'on vous entende bien. C'est mon conjoint qui va poser la question. Oui. Ah, parfait. Oui, allez-y, monsieur le conjoint. Monsieur le conjoint. C'est Théo, mon nom. Bonjour, Théo. OK. Moi, le concern que j'ai, c'est que si, disons, tu t'en vas vers l'ouest, quand il y a des événements, il y a une entrée de stationnement qui est à peu près vers Desjardins, que les gens vont, parce qu'il est assez gros, ce stationnement-là, au stade olympique. Quand on vient, disons, de Viau, ben là, ça va parce que les gens qui veulent rentrer dans le stationnement sont à droite et toi, tu peux prendre la voie de gauche pour te rendre chez toi. Mm-hmm. Par contre, parce que l'entrée au stationnement n'est pas fluide quand il y a un événement, parce que les gens rentrent, il y a 3 accès différents, donc ça va pas vite pour entrer dans le stationnement. Sauf que là, si c'est rendu une voie, ben là, tu vas être pris derrière tous ces gens-là qui veulent rentrer puis qui sont arrêtés pour pouvoir te rendre chez vous.
aussi, quand il y a des touristes, les touristes, dès qu'ils arrivent sur Pierre de Coubertin, ils voient le stade, sont tous émerveillés, ils vont très tranquillement, il y en a qui vont à 5-10 km. Encore là, ils vont à droite, ça va, toi tu vas à gauche, puis tu peux te rendre chez toi. Sauf que là, avec juste une voie, tu ne peux pas dépasser ni d'un bord de l'autre, donc tu es pris derrière ces gens-là, autant pour aller au stationnement ou les touristes qui s'arrêtent, prendre des selfies, puis tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est un commentaire, Théo, c'est un commentaire ou il y a une question qui vient avec votre intervention? Ben, la question, c'est ça. Comment vous avez pensé la fluidité pour ne serait-ce que l'entrée au stationnement qui est sur Pierre de Coubertin? Parce que lors d'événements, autant la sortie que l'entrée, c'est plein d'autos. Parfait. Il y a M. Fianou qui aimerait répondre, je pense, à cette question. Oui. Bonjour Théo. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de stade. En fait, sur la voie nord, qui est la voie nord de Pierre de Coubertin, donc celle qui est directement accessible au stationnement, il y a 2 voies. Il n'y a pas de stationnement, en fait. Le stationnement, il est comme aujourd'hui, il est interdit. Donc, ça veut dire que les gens qui vont rentrer dans le stationnement P1, P2, peut-être même P3, ça Marianne va me confirmer, à ce moment-là, ils vont être sur la voie de droite. Donc, vous allez avoir la voie de gauche pour rouler sans problème. Mais la voie nord, il y a juste une voie. Non. Si vous regardez le dessin lors de la présentation qu'on a fait, lorsqu'on voit la coupe, on voit qu'on a l'équivalent de 2 voies. D'ailleurs, il y a juste un autobus qui est dessiné dans cette voie-là. Il faut savoir, Théo, que le service des incendies de Montréal nous oblige à avoir un minimum de 6 mètres pour que les véhicules d'urgence puissent pouvoir manœuvrer en tout temps, déposer les pattes, etc. Donc, vous ne trouverez pas en ville une chaussée juste dédiée à une voie. Okay? Donc, en fait, la chaussée comporte l'équivalent de 2 voies. Donc, il n'y aura pas d'inquiétude de ce côté-là. Voilà, on voit sur la coupe ici. Vous voyez, dans la proposition, dans le dessin à gauche, l'autobus est dessiné au centre, mais en fait, vous comprenez qu'il y a la place pour 2 voies. Donc, c'est super. Voilà. C'est super, ça. Merci. Merci Théo pour votre question. Merci M. Fianou pour les précisions. Dernière question de Louise Girard qui a également envoyé une question dans le module Q&A. Mme Girard, voulez-vous qu'on lise votre question que vous avez envoyée dans le module Q&R ou vous souhaitez poser votre question verbalement? Mme Girard? En mute. Oui, moi, je peux la poser verbalement. OK, parfait. Moi, ma préoccupation, comme je dis, bravo, c'est un très beau projet. Je suis bien d'accord avec tous les gens de votre équipe, là, c'est magnifique. Mais moi, ma préoccupation, c'est que vous parlez toujours de Pierre de Coubertin, mais on a eu aussi des annonces qu'il y avait sur Hochelaga et Les Tourneaux, il va y avoir une école qui va se construire. C'est un projet de 2 ans. Puis, il va y avoir au coin de Hochelaga et Bennett, le déménagement du CoGym en septembre. Et puis, il va y avoir aussi un très gros projet là, de copropriété. Fait que je trouve que la circulation va être assez limitée. Est-ce que ça a été pris en considération? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si lequel de nos panélistes souhaite répondre à cette question-là. Monsieur Fianou. Oui, c'est Mme Gérard, c'est ça? Oui. Oui, écoutez, lorsqu'on a démarré à la réflexion en 2017, il n'y avait ni école, ni condominium, ni rien de tout ça autour de notre projet. Donc, lorsqu'on a démarré, on avait, pour ainsi dire, le champ libre. Ce sont des intrants qui sont arrivés par la suite. Le projet est lancé. C'est quasiment impossible à modifier quoi que ce soit dans nos plans, étant donné l'état d'avancement des projets. Ça s'est rajouté sur le tard. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je suis désolé. Parfait. Oui, merci Mme Girard pour votre question. On va peut-être voir, peut-être qu'il y aura des gens au sein de l'équipe qui pourront venir bonifier cette réponse dans le document questions-réponses, comme j'ai dit tantôt, qui va se retrouver sur le site de montréal.ca. C'était la dernière question qu'on avait reçue, qu'on avait pour les questions posées en direct. On enchaîne maintenant avec les questions que les gens ont posées dans le module Q&A. Je m'excuse, ça a été un peu long. Il est 20h22. Il y a peut-être des questions qui ont peut-être déjà été répondues dans ce groupe-là. Donc, on va commencer tout de suite avec une question de Anaëlle Beaulieu. Comment accéderions-nous au stationnement P4 et P1? Boris, M. Olivera, est-ce que vous voulez répondre à cette question, si possible? Stationnement P4 et P1.
Oui, comme j'ai mentionné précédemment, il y aura la voie en direction ouest sur l'avenue Pierre de Coubertin qui va être en tout temps disponible. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser pour accéder au P4 et P1. Il faut mentionner aussi qu'il y a certains des stationnements qui se communiquent entre eux. Donc, à un certain moment, s'il y a les travaux sont devant cet accès, il se peut qu'on garde l'autre accès disponible justement pour pouvoir rentrer là. Donc, c'est une coordination à faire avec les responsables des parkings. C'est sûr que ça va être important de coordonner tout ça. On enchaîne maintenant avec une autre question de Aline Pacheva pour M. François de la Chevretière. En fait, question, évidemment, on connaît la popularité des véhicules électriques, donc on veut savoir, est-ce qu'il y a des bornes de recharge pour les véhicules électriques qui seront installées sur Pierre de Coubertin? Commentaire, il ne faudrait pas avoir à recreuser pour en installer après la compétition des travaux, après la complétion, pardon, des travaux, non pas la compétition. Est-ce qu'il y aura encore des places de stationnement prévues sur la rue? Donc, une question en deux volets. Premièrement, sur les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Oui, donc, concernant les bornes de recharge, en fait, aucune borne de recharge n'est prévue sur l'avenue Pierre de Coubertin, compte tenu que le concept d'aménagement n'aurait pas été compatible avec les bornes en tant que telles. En fait, c'est que les voies cyclables sont en marge des trottoirs, puis les bornes, elles, doivent être installées sur les trottoirs. Donc, ça aurait fait en sorte que les câbles auraient traversé la piste et ça n'aurait, donc juste pas été compatible, mais rien ne nous empêche que ce serait possible qu'on en prévoie sur les rues locales transversales à la rue Pierre de Coubertin dans le futur. Donc, ça sera en fonction des opportunités. Puis, en ce qui a trait à la deuxième question par rapport au stationnement, le nombre de places varie d'un tronçon à l'autre. Puis, certains tronçons de rue vont subir une perte de stationnement sur rue, tandis que d'autres vont comprendre un gain. Donc, dans la globalité, si on considère l'ensemble des espaces de stationnement sur rue entre les avenues Bourbonnière et Viau, puis on voit le décompte à l'écran, on décompte seulement une perte totale de 2 cases de stationnement par rapport à la situation préalable au réaménagement des 3 phases du projet. Donc, c'est ça. Le bilan est affiché à l'écran. Parfait. Je vous garde avec moi, M. de la Chevretière, pour la prochaine question qui vient de Bertrand-Hugues Larose. Bonjour, la question s'adresse à la Ville de Montréal. D'autres mesures sont-elles mises en place pour éviter le transit de camionnettes et les voitures durant les travaux et après sur les rues transversales? Beaucoup de conducteurs ou de conductrices ne respectent pas les limites de vitesse, les rues étant très, très larges. Donc, M. de la Chevretière, est-ce qu'on a prévu quelque chose là-dessus sur les mesures qui sont mises en place pour éviter le transit de camionnettes et de voitures durant les travaux et après sur les rues transversales? Merci pour la question. Pendant les travaux, comme mon collègue l'a mentionné, Boris, en fait, c'est qu'il va avoir, l'avenue Pierre de Coubertin va être une rue locale, d'accès local seulement. Donc, ça risque d'avoir un impact sur les rues transversales directement limitrophes à Pierre de Coubertin. Mais maintenant, c'est sûr que dans le futur, la Ville de Montréal, on est très préoccupé à l'apaisement de nos rues. On est préoccupé à mettre en place des mesures qui favorisent l'apaisement de nos rues locales en vue d'améliorer la qualité de vie dans le quartier. Donc, c'est sûr que ces mesures-là, ça comprend une variété d'infrastructures. On peut parler de dos down, on peut parler de saillies de trottoir qu'on appelle. Par contre, ces mesures-là s'implantent de manière progressive au fur et à mesure que les opportunités de réaménagement, notamment, qui nous permettent de revoir les reconfigurations de la rue. Parfait, merci, M. de la Chevretière. Question maintenant de Aline Pacheva concernant l'éclairage. Tiens, un thème qu'on n'avait pas abordé ce soir. Est-ce que les nouveaux lampadaires à LED prendront en considération la pollution lumineuse et l'impact sur les résidents? Déjà, depuis l'installation des nouveaux luminaires du stade olympique, du côté nord de l'avenue Pierre de Coubertin, il fait trop clair la nuit et ça éclaire intensément l'intérieur de nos condos toute la nuit. Donc, je ne sais pas si M. Fianu voudrait répondre à ça, vu que ça concerne la conception un peu. Est-ce que la question des luminaires, des luminaires LED? Oui, bonjour madame. Nous avons des normes à la Ville de Montréal pour le respect et la pollution lumineuse. Donc, nous allons suivre ces règles comme prévu. Maintenant, si vous nous dites qu'effectivement l'éclairage, c'est celui du parc olympique qui vient vous aveugler,
là, à ce moment-là, il va falloir que je renvoie la balle à ma collègue Marianne. Mais je peux vous assurer qu'à la Ville de Montréal, tout ce qui est éclairage de ce qu'on appelle piéton ou tout éclairage fonctionnel respecte les normes de pollution, d'aveuglement. Et surtout, ces nouveaux LED aujourd'hui ont les degrés de chaleur en Kelvin, je pense que vous savez ce que c'est, qui rejoignent tous les standards écologiques. Donc, on essaie de faire au maximum pour que l'éclairage nous coûte moins et aveugle moins les personnes. Madame Nguyen, voulez-vous rajouter quelque chose? Ouais. Oui, je peux rajouter quelque chose par rapport au projet VIO, définitivement. Là, nous, la pollution lumineuse, ce n'est pas un enjeu qu'on a négligé, on en a parlé. C'est un enjeu aussi qui affecte le planétarium. Puis donc, on a eu des tables rondes à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment quelque chose, on a tenu compte de ça dans notre conception. D'ailleurs, l'éclairage pour le projet VIO a été élaboré par un consultant qui est spécialisé en éclairage et qui a vraiment, vraiment pris compte de tout ça. Par contre, pour ce qui est de l'éclairage aveuglant, je ne sais pas si vous parlez de l'éclairage du terrain d'entraînement du club de foot. Donc là, ils ne sont pas là pour se représenter ce soir. Puis je ne veux pas pointer du doigt quelqu'un d'autre, mais c'est définitivement quelque chose dont on tient compte là, dans nos projets. Parfait. Merci, Mme Nguyen. Autre question maintenant de Julien Deboise. Est-ce que vous avez pensé à remplacer les stops par des ronds-points, car les vélos ne font pas les stops et les arrêts démarrage des voitures le font beaucoup de pollution. Monsieur Fiennu, est-ce qu'on a pensé à peut-être mettre un rond-point ou un carrefour giratoire? Là? Mais on en a mis deux, c'est-à-dire que je ne comprends pas tout à fait la question. Il y aurait des ronds-points à quel endroit? Est-ce qu'à chaque intersection, peut-être que c'est ça la question, est-ce qu'à chaque intersection, on pourrait avoir des giratoires? Parce qu'un rond-point, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on pourrait avoir un giratoire? Donc, si c'est ça la question, si c'est comme ça que vous la comprenez aussi, M. Tessier. Non, mais en fait, c'est peut-être moi qui ai interpellé, là, qui a interprété, mais on parle plus de rond-point. OK. Donc, je pense que rond-point et giratoire, c'est... OK, on ne va pas rentrer dans ce débat sémantique, mais disons qu'on comprend ce que c'est cette espèce de pastille autour de laquelle les gens tournent. La question, est-ce qu'il devrait y en avoir à chaque stop? C'est peut-être au coin de Pierre de Coubertin, Viau et Pierre de Coubertin, Pineuf. Je ne sais pas, c'est peut-être ça. J'essaie de comprendre la question. Écoutez, là. C'est à peu près les deux seuls endroits où on peut les mettre. Parce que quand vous regardez les sorties de stationnement du stade, on ne peut pas les installer là directement. Il y a plein d'aléas géométriques, infrastructurels. On a pensé les mettre là où ils pouvaient aller. Donc, on n'a pas d'autres options que celle-ci, en quelque sorte. Et surtout que ces deux giratoires-là ont une véritable fonction, c'est-à-dire permettre à la STM, lorsqu'elle arrive à la station Viau, au lieu d'embarquer sur le trottoir, sur le tourne-bride, ressortir sur le trottoir et recroiser une deuxième fois la population piétonne, ben là, le tourne-bride, le giratoire sert à ce moment-là aux autobus à tourner autour et retourner vers l'est. Donc, et on a mis ce même dispositif ici parce qu'à l'époque, les autobus tournaient à partir de Pineuf. Et donc, au lieu d'aller virailler jusqu'au bout et retourner, ils pouvaient revenir sur leur propre pas. Donc, ce sont des dispositifs fonctionnels, ce ne sont pas juste des dispositifs qui sont esthétiques. Maintenant, on s'assure à ce qu'à chaque fois qu'un vélo sur la piste cyclable va croiser la rue Bennett, du Jardin Leclerc, etc., le tourneau, il va y avoir la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité du cycliste. Parfait. Ça répond bien. Écoutez, merci. D'autres questions maintenant de Julien Deboise. Une deuxième question. Il en reste 3 questions en passant. Donc, il est 20h31. On devrait terminer vers 20h35, 36. Est-ce qu'il pourrait être pensé de meilleurs accès pour les poussettes et chaises roulantes pour se rendre au jardin botanique à partir de Pierre de Coubertin, sans avoir à passer par Pineuf, qui est très bruyante et souvent très poussiéreuse? Est-ce qu'on a pensé à ça, des meilleurs accès peut-être pour les poussettes et les chaises roulantes pour se rendre au jardin botanique? Madame Nguyen, est-ce que c'est une question pour vous? Peut-être plus pour les gens d'Espace pour la vie, peut-être? C'est une bonne question. Là, on parle quand même tout un trajet. Là, on parle de traverser tout le parc olympique. Je ne peux pas dire que spécifiquement, c'est un besoin qui a été identifié, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un plan directeur d'aménagement extérieur qui
qui est un projet en cours, donc dans lequel on va aborder tous ces enjeux-là là, de circulation dans tous les différents axes, de tous les différents modes autour du parc olympique pour tout ce qui est justement les aires extérieures, l'esplanade, ce qui est autour du stade, mais même jusque du côté est, pour tout le quadrilatère au complet. C'est un travail quand même assez important qu'on va devoir faire avec nos partenaires qui sont nombreux autour du quadrilatère. Donc, c'est un point que je note puis que je vais ramener dans le cadre de ce projet-là, certainement. Donc, merci pour cette question-là, ce commentaire-là. Ah oui, parfait. L'avant-dernière question maintenant de Antoine. Sera-t-il facile de traverser Pierre de Coubertin pour se rendre au stade olympique lors de la phase 3? Monsieur Oliveira, est-ce que c'est une question pour vous, ça, je pense, peut-être? Ouais. Oui, évidemment. On va aménager des traverses piétonnières à chaque intersection, sauf lorsqu'il y a des grosses excavations. Les piétons vont être invités à traverser dans l'intersection suivante, mais en principe, oui, il y a des corridors piétons qui vont être aménagés pour traverser de façon sécuritaire l'avenue Pierre de Coubertin pendant les travaux. Parfait. On y a probablement déjà répondu ce soir, je pense, mais pour être sûr, je vais poser la question. Qu'en est-il de l'accès au stationnement souterrain sur l'avenue Pierre de Coubertin? Boris, peut-être repréciser peut-être des informations là-dessus? Oui, encore là, on essaye de garder l'accès le plus longtemps possible et lorsqu'on est devant cet accès, on donne notre possibilité en fonction de la nature et la séquence des travaux. OK. Parfait. Dernière question maintenant de Hélène. Je pense qu'on a déjà abordé la question, mais je vais la reposer. Peut-être que ça n'a pas posé de la même façon. Mais bon, les grands événements au Stade olympique seront maintenus pendant les travaux, exact. Je pense que oui. Ces événements provoquent un grand afflux de visiteurs. Comment la mobilité des résidents sera-t-elle assurée pendant ces travaux? Boris? Ouais. Oui, lors des événements spéciaux, là, on essaye d'avoir la collaboration toujours de la police, justement pour faire ce qu'on appelle une gestion en temps réel, au lieu de laisser les feux de circulation. On essaye de gérer ça avec la police, là, donc justement pour améliorer la fluidité. Parfait. Bien, écoutez, il est 20h34. On a dépassé de 4 minutes le temps qu'on s'était donné. C'est quand même pas si mal. Donc, c'est ce qui termine notre période de questions. Merci beaucoup à tous nos panélistes, nos spécialistes des différentes organisations de la Ville de Montréal, la STM, le Parc olympique également. Merci beaucoup d'avoir été nôtres. Merci à vous, les citoyennes et les citoyens, d'avoir été nôtres et d'avoir été partie prenante de cette soirée en posant des questions et en faisant des commentaires. C'est très apprécié. Puis, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui verront même leur idée faire du chemin, probablement au sein des équipes responsables. Donc, au nom de toute l'équipe qui travaille sur le projet de réaménagement de l'avenue Pierre de Coubertin, merci aux présentateurs également, présentatrices. Je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez à ce projet depuis un petit bout de temps. Donc, je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et sera disponible sur le site montréal.ca, ainsi qu'un document questions-réponses qui va être assez costaud, là, je vous promets, qui va non seulement récupérer toutes les questions qu'on a reçues lors de l'inscription, mais également toutes celles qui ont été posées ce soir et même celles qui n'ont pas été répondues. Donc, dernier élément à vous rappeler, le numéro de téléphone important, donc c'est le 514-872-3777 pour les renseignements. Et si vous avez d'autres questions, je vous invite à les envoyer par courriel à info-travaux avec un X, @ville.montréal.qc.ca. Donc, tout ça pourra, évidemment, on remet la page à l'écran pour vous donner toutes ces informations-là, très utiles. Donc, on vous invite également à remplir un sondage d'appréciation afin de bien mieux préparer ce type de séance d'information comme celle de ce soir. Donc, c'est très important pour nous d'avoir votre feedback là-dessus pour voir comment on peut toujours s'améliorer. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir passé cette belle soirée d'été avec nous ce soir. Je vous souhaite une très belle fin d'été et une très belle fin de Jeux olympiques également à Tokyo. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.